Donc, le groupe existe en fait depuis 2009. Nous allons l'année prochaine fêter notre 10e anniversaire. Il a été créé d'abord sous l'égide du Club des grandes entreprises de l'embarqué, avant d'être intégré dans Embedded France. Vous avez ici une photo où il n'y a pas tout le monde. On l'a prise à l'occasion d'une des réunions du groupe. La liste qui est disponible aussi sur le site avec un nouvel arrivant cette année, notre collègue Rémi Astier de Rolls-Royce Nucléaire. Un certain nombre d'autres personnes. Donc, je vais essayer de vous expliquer brièvement le principe, l'organisation du groupe, en insistant sur les aspects un petit peu objectifs et historiques, mais en donnant le contexte. Le contexte, donc, comme le titre du groupe le dit, normes pour la sûreté des systèmes et des logiciels. Donc, on s'intéresse aux normes de sûreté, ce qu'on appelle safety pour être non ambigu, disons en anglais. Le constat, c'est que les normes de sûreté sont multiples et elles sont sectorielles. Elles dépendent des domaines d'application. L'histoire a fait qu'elles se sont constituées d'une certaine façon, alors qu'elles répondent à des objectifs qui sont globalement les mêmes. Donc, la question est de savoir comment on fait avec ces normes de sûreté multiples, sachant qu'il y a un besoin croissant d'applications interdomaines. Beaucoup d'entreprises travaillent avec des applications qui mélangent du ferroviaire, du spatial. Je pense aux applications GNSS pour le ferroviaire. Il y en a énormément d'autres. Et du coup, on se retrouve à devoir appliquer plusieurs normes. Et c'est le cas aussi des développeurs de technologies, de logiciels et d'outils qui, évidemment, cherchent à faire profiter ou vendre leur système à différents industriels dans différents domaines. Donc, on a un besoin de travailler, de combiner plusieurs normes. Et évidemment, on se pose la question de comment peut-on essayer de faire évoluer ces normes en profitant un petit peu de toutes les meilleures bonnes pratiques de chacune d'entre elles pour essayer d'avoir une meilleure convergence. Donc, ce sont les objectifs, essayer de mieux comprendre cette norme, permettre de les mettre en œuvre dans la pratique industrielle, en particulier interdomaine, et contribuer, lorsque c'est possible et justifié, à l'évolution et la convergence de ces normes, avec un certain manque d'humilité, on va dire, à leur amélioration. On va faire un petit peu ce qu'on pourra. Donc, l'historique, c'est 10e année d'existence du groupe. Le groupe se réunit une fois tous les 2 mois, donc ça commence à faire un certain nombre de réunions. Et il s'est accompagné d'échanges sur liste de diffusion. C'est un groupe extrêmement actif, comme je vais essayer de vous le montrer en quelques planches. Donc, le groupe a choisi de matérialiser ses résultats sous la forme de publications, qui sont des publications dans des conférences nationales et internationales avec comité de lecture, pour essayer de favoriser la diffusion, la qualité aussi, donc on s'astreint à une certaine qualité, et une certaine visibilité de nos publications. Donc, peut-être pour prendre le contre-pied de ce qui a été présenté juste avant par Sandrine, je pense qu'on a sur quelques publications des scores ResearchGate qui ne sont pas si mauvais que ça. Et même un best paper à ERTS l'année dernière. Donc, ça, c'est les résultats qui sont directement les résultats du groupe de travail, mais on a aussi, outre l'amélioration de la compétence des membres et dans leur pratique quotidienne de leur travail et de la mise en œuvre des normes dans leur industrie, mais également la contribution directe à l'évolution des normes, et on s'attache à avoir des membres qui participent réellement, directement à des groupes de travail dans les comités de normalisation. Donc, je vais essayer de donner quelques détails. Ici, on a repris l'ensemble des domaines qui sont couverts actuellement. Et donc, je vais en profiter pour lancer un petit appel, puisque d'habitude, sur cette planche, il y avait une dernière ligne. Bon, on commence à manquer un petit peu de place pour tout mettre sur une planche, mais d'habitude, on met une ligne qui manque disons, sur le médical. On aimerait bien avoir aussi un petit accroissement de couverture. Donc, c'est le grand absent. Et ça, c'est depuis l'origine du groupe. Donc, s'il y a des volontaires qui sont intéressés à rejoindre le groupe pour essayer d'avoir un bénéfice mutuel, des gens qui connaissent les normes et leur application dans le contexte particulier du médical et qui souhaiteraient profiter de synergies avec d'autres gens qu'ils connaissent en aéronautique, spatiale, etc. Nous, on est tout à fait favorables à ce genre de candidature. Bon, je vais revenir sur toutes ces normes, donc je n'en parle pas plus ici.
Donc, comment nous fonctionnons? Nous fonctionnons comme, je pense, beaucoup de groupes de travail de ce type, par cooptation. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait un bénéfice mutuel dans l'appartenance au groupe. Donc, chaque personne bénéficie de son appartenance au groupe, il bénéficie des échanges, mais il apporte aussi quelque chose. Donc, bon, voilà, on se permet de coopter les membres en fonction de leur motivation, de leur expérience, de ce qu'ils sont capables de nous apporter, et également d'essayer de comprendre ce qu'eux recherchent dans le groupe. Ce n'est pas la peine de leur faire perdre le temps. Et puis, on essaye d'équilibrer et d'améliorer la couverture des domaines. Donc, encore une fois, s'il y a des personnes intéressées dans des domaines qui ne sont pas couverts aujourd'hui, nous, ça nous intéresse. Donc, on organise des réunions, exclusivement des réunions physiques. On a exclu dès le début les participations par WebEx ou autres, non pas qu'on ne croit pas à la technologie, mais en tout cas, on croit beaucoup à la dynamique des échanges dans les réunions physiques. Donc, c'est un petit peu lourd, c'est pour ça qu'on en fait, j'allais dire qu'une tous les 2 mois, c'est quand même pas mal. Et donc, on met beaucoup l'accent sur les discussions et les échanges. Parfois, on organise des présentations un petit peu plus formalisées, mais la plupart du temps, ce sont des discussions libres. Ça ne nous empêche pas, à l'occasion, d'inviter des représentants externes qui ne sont pas dans le groupe pour venir nous faire un exposé particulier sur un certain domaine, comme on a pu le faire sur les safety cases avec Tim Kelly ou avec d'autres personnes. Et on a aussi des échanges, des fils de discussion sur une liste de diffusion qui est réservée aux membres et qui permet d'avoir des échanges qui ne sont pas attachés au rythme des réunions et qui permettent de lancer des échanges sur n'importe quel sujet. Donc les résultats, comme je vous l'ai dit, les compétences et les savoirs des membres. Des publications régulières, on a 10 publications à ce jour dans des conférences et revues internationales. Je vais revenir dessus dans la planche suivante, donc je n'insiste pas ici. Des échanges avec d'autres groupes qu'on essaye de maximiser. J'ai cité ici le groupe SDF, enfin Sûreté de fonctionnement du GIFAS, le groupe Occitanie, Sûreté de fonctionnement, des projets collaboratifs, d'organisation de réunions, de manifestations diverses. Et tous les détails, normalement, sont donnés sur le petit descriptif du groupe qu'on essaye de maintenir à jour sur le site d'Embedded France. Donc, pour essayer de reproduire un petit peu le thème des travaux que l'on essaye d'avoir, c'est très difficile parce que le paysage est compliqué, donc on a essayé de le structurer. Donc, d'une façon très classique, la première structuration qui vient à l'esprit, c'est de s'intéresser à l'aspect système et puis de voir qu'en dessous, il y a les items, le matériel et le logiciel. Puis, on va mettre un deuxième axe pour représenter les domaines. Alors, ce n'est pas vraiment un axe parce que ce n'est pas ordonné, on va plus dire que c'est une dimension. Donc, on a du nucléaire, de l'industrie, du ferroviaire, etc. On y rajoute un axe avec les normes. Donc, là encore, ce n'est pas ordonné, c'est plutôt une dimension. Donc, toutes les normes que l'on peut traiter. Et déjà, évidemment, on peut représenter plein de choses avec ça, associer chaque norme. Par exemple, la RP 4754, c'est plutôt système que item, c'est plutôt aéronautique que les autres. Donc, on va faire un point dans l'espace. Puis, on va avoir plein de points et ça ne va pas nous apprendre grand-chose. Bon. Mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit puisque c'est le travail qu'on fait à chacune de nos réunions, dans tous nos échanges, essayer de mélanger tout ça, toutes nos normes, tous nos domaines sur l'aspect système et item, matériel et logiciel, principalement logiciel, il faut bien le reconnaître. Donc, on va oublier tout ça, mais pas pour l'oublier complètement, juste pour se souvenir que c'est sous-jacent. De toute façon, dans tous nos travaux, on multiplie les échanges interdomaines et internormes pour essayer de faire ces comparaisons et ces synthèses. Donc, il nous reste système et item. Et puis, on s'est dit, il y a quand même pas mal d'autres choses. Donc, juste après la création du groupe, on a commencé à réfléchir et on a fait 2 publications pour essayer de faire une analyse globale pour identifier les points d'intérêt, les points de clivage, les points de discussion, les angles d'attaque du problème. On en a trouvé plein. Savoir si les normes sont plus orientées moyens ou plus orientées objectifs. Savoir si les systèmes auxquels s'intéressent les normes sont plus en ce qu'on appelle sûreté intégrée ou sûreté externe, ce qui permet de distinguer des aspects qui ont un état sûr, par exemple un arrêt d'urgence sur les systèmes ferroviaires ou les systèmes nucléaires, des systèmes à sûreté intégrée dans lesquels le système doit être intrinsèquement sûr parce qu'on ne peut pas s'arrêter, donc un avion par exemple, ou un lanceur dans l'espace. Donc ça modifie la façon de travailler, la façon de faire l'ingénierie et la façon aussi de faire la démonstration de sûreté, et ça se voit dans les normes.
Savoir si le régime d'approbation est plus du domaine de la qualification ou un régime plus formel en termes de certification. Savoir si on met l'accent sur la tolérance aux fautes ou l'aspect prévention-élimination des fautes, avec en particulier l'assurance de développement, toutes les notions de Development Assurance Level, Safety Integrity Level, etc., que l'on retrouve dans toutes les normes. Savoir si on fait de la quantification, c'est-à-dire l'aspect probabiliste de la sûreté, ou des analyses, des assessments de type plus déterministe ou qualitatif. Et l'ensemble de tous ces éléments constituent des angles d'attaque, donc ça rend encore plus compliqué l'analyse du problème. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans les analyses suivantes, les années suivantes et les publications suivantes, en essayant de se dire, par exemple, l'année suivante, essayer de clarifier un petit peu ce qui se cache derrière la notion de développement d'assurance level et les équivalents dans les autres normes. Donc ça a donné lieu à la publication en RTS 2012, une première en 2012. On l'a associé à deux autres où on s'est intéressé à l'assurance de développement d'une façon plus générale, donc les règles de développement, une fois qu'on connaît le niveau de DAL ou de CIL ou autre, qu'est-ce qu'on met en place pour développer un système. Donc ça, c'était le RTS 2012B. Et la même année, dans le RTS, 3 publications dans le même RTS, on était assez fiers, on a fait la même chose sur l'aspect logiciel. Bon, le paysage commence à se remplir un petit peu. On s'est dit, on va regarder un peu plus précisément les aspects prévention et élimination des fautes, et en particulier en termes de vérification. Et on s'est intéressé, côté logiciel, à l'aspect vérification formelle et test. C'est-à-dire que là, on n'était plus tout à fait dans l'aspect comparaison de normes, c'est-à-dire c'est un petit peu un basculement, un tournant dans la vie du groupe. On a un petit peu pris conscience qu'au-delà de la comparaison et des synthèses, on pouvait aussi proposer des choses. Donc, on a commencé à proposer des choses sur la mise en cohérence et la synergie entre les aspects vérification formelle et test, indépendamment de telle ou telle norme. Et un petit peu de la même façon, on s'est posé des questions sur l'aspect quantification, donc vérification, toujours pour le logiciel, et s'est posé la question de est-ce que ça a du sens de faire une analyse probabiliste de la probabilité de défaillance ou du taux de défaillance du logiciel. Donc on a proposé 2 publications là-dessus, qu'on a élargi un petit peu, donc cette année, avec une publication sur les aspects plus analyse de sûreté de fonctionnement du logiciel, donc qui englobe les aspects quantification et les aspects un petit peu plus qualitatifs. Donc là, je m'aperçois qu'il faut que j'accélère, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais la publication est disponible sur le site si vous voulez la télécharger. Et de la même façon, cette année, mais un petit peu plus tard, en octobre, au Lambda-Mu, on s'est intéressé, donc on est revenu au niveau plus global, on englobe cette fois-ci tous les aspects prévention, élimination des fautes et analyse de sûreté de fonctionnement, sur l'aspect qu'en empruntant la terminologie de l'IEC 61-508, on appelle capacité systématique. Donc comment traite-t-on, comment contrôle-t-on ou maîtrise-t-on les erreurs ou les fautes systématiques dans les systèmes au travers des différentes normes. Voilà quand même la liste des normes sur lesquelles on a directement contribué ou on contribue aujourd'hui. Là encore, la liste est disponible sur le site, je ne vais pas insister sur toutes, juste mentionner un aspect cybersécurité qui intervient de plus en plus, et puis la notion de Safety of Intended Function, SOTIF, qui est aussi quelque chose d'un petit peu nouveau dans ce domaine, sur lequel nous essayons de contribuer le plus, qui permet de traiter au-delà de l'aspect simplement correction, l'aspect complétude, l'aspect est-ce que la spécification, est-ce que la fonction telle que je la prévois, est-ce qu'elle est sûre ou pas, indépendamment du fait qu'après, je peux faire des erreurs quand je la développe, ou il peut y avoir des fautes accidentelles qui font que le système ne fonctionne pas comme j'avais prévu. Donc, pour cette année 2018, c'est principalement ces aspects-là, un petit peu software safety sur les aspects vérification, analyse probabiliste du logiciel et analyse déterministe de la sûreté de fonctionnement du logiciel. Quel sens ça a? Comment peut-on les placer dans les normes et dans notre pratique? Et l'aspect erreur systématique et la capacité systématique. On a, de façon notable, participé au lancement et à la coordination du comité de la norme 63187. Donc c'est au travers de ce groupe qu'on espère faire passer un certain nombre de nos idées sur une norme qui est destinée à, on espère, un brillant avenir, même si elle est un petit peu spécifiquement liée aux applications de défense. Ça peut servir de
de modèle pour des évolutions futures. Donc c'est important d'y travailler. Et puis des aspects que je vais laisser mon collègue Emmanuel Ledino traiter sur les aspects overarching properties et le groupe dont je vais te laisser parler. Oui, juste une planche complémentaire, parce que 4 membres du groupe en fait, ont participé à un groupe pour l'évolution des standards de certification système, logiciel et matériel dans le domaine de l'aéronautique. Il y a donc depuis 3 ans une réflexion qui a été initiée par la FAA aux États-Unis, sous pression en fait de l'industrie de l'aviation générale, donc les petits avions qui se sont plaints auprès du Congrès américain que les coûts de certification étaient trop élevés pour cette industrie. Et donc il a été demandé à la FAA, avec une certaine insistance, de trouver un moyen de faire aussi bien pour beaucoup moins cher. Donc un groupe côté européen, à l'initiative d'Airbus, a été constitué. En gros, une vingtaine d'experts côté européen, une vingtaine d'experts côté américain, à la fois industriels, autorités, donc l'EASA pour l'Europe, et éditeurs de logiciels. Donc se sont réunis pendant 3 ans et on vient de terminer. Donc je trouvais que c'était pas mal d'en dire un petit mot aujourd'hui. Voilà. Donc le deuxième contexte aussi, c'est les drones, hein, parce que on va vers des machines qui nécessitent elles aussi. C'est pas simplement les petits avions de l'aviation générale, c'est aussi les drones qui percutent un peu la certification. Voilà. Donc en France, ça s'est incarné à travers un projet donc, qui s'appelle RESAC, qui s'est déroulé au sein de l'IRT Saint-Exupéry, donc de 2016 à 2018. On vient de terminer la semaine dernière. Et dont le responsable était, ce groupe était animé par Airbus. Et par un membre du groupe, de notre groupe. Voilà. Donc, je vais juste vous donner deux conclusions. Il faut bien comprendre que pour le moment, il n'y a rien de normalisé à proprement parler. Donc le système aéronautique est toujours stable avec ses standards actuels. Simplement, il se prépare une autre voie qu'on pourrait considérer, alors on ne veut pas trop dire alternative, pour ne pas dire que c'est en opposition avec ce qui existe déjà. En fait, il s'agit, quand on n'est pas à l'aise avec les standards actuels, de bénéficier d'une nouvelle voie qui s'appelle Overarching Properties. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est des propriétés, on va dire, essentielles et couvrantes. Overarching, c'est une idée d'englobante. Alors, elles sont englobantes à la fois sur système, matériel et logiciel. C'est le premier sens d'englobant, donc elles prennent ce triangle-là. Et elles sont englobantes également, en gros, sur tous les sujets de l'assurance-développement. La capture des exigences, la conformité de réalisation, la gestion en configuration, l'agence... Voilà. Donc elles sont overarching dans ce double sens. Et puis, donc la deuxième grosse innovation, c'est de vouloir se démarquer de l'assurance-développement sur base de conformité de processus. Et donc, l'aéronautique se prépare doucement à adopter quelque chose qui existe dans d'autres secteurs, par exemple le ferroviaire, voire le nucléaire anglo-saxon, qui sont appelés les safety cases, donc qui sont en gros des arguments. On propose un argument qui justifie la sûreté d'un système. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus, mais c'est des choses qui sont sur les rails, on va dire, si je peux dire pour l'aéronautique. Merci donc Jean-Paul Blanquer et Emmanuel Ledino. On va donc passer en présentation plus express aux autres groupes de travail. On va commencer par le GT1, donc avec Jean-Philippe Malissé pour le groupe Loïc, logiciel pour objets intelligents et connectés. Jean-Philippe, donc bilan des réalisations. Bonjour à tous. D'abord, je voulais excuser Christophe Pagési qui a été mobilisé sur une réunion à Bruxelles aujourd'hui, donc il ne peut pas être là parmi nous. Alors, le GT1, en quelques mots, donc c'est un groupe... je vais être assez rapide. Pardon. C'est celle-ci. C'est celle-ci, voilà.
Donc, on est aussi aujourd'hui, c'est un groupe qui est né il y a quelques années, bien après le GT2. Les numéros sont pas tout à fait conformes à l'historique et à la chronologie. Et donc, c'est un groupe qui a notamment donné lieu qui a aidé le projet S3P à maturer et à voir le jour, et qui, pour beaucoup de ses membres, était concerné et a été mobilisé par le projet S3P. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de relance avec en fait la principale proposition sur laquelle on travaille, c'est effectivement comment on peut répondre aux besoins de création et de gestion de parcs d'objets connectés, donc depuis la conception, mais jusqu'à l'exploitation, ce qui est important, et en prenant en compte l'ensemble des contraintes, donc à la fois économiques, marché, techniques, etc. Et le format que l'on est en train de mettre en place, c'est plutôt un format effectivement de workshop, donc à la fois avec des présentations de solutions, mais surtout ce qu'on souhaite mettre en place dans ce groupe, ce sont des échanges d'expériences, et en particulier sur les axes que vous voyez à l'écran. Donc effectivement à la fois sur les outils de développement, sur les plateformes applicatives, mais également les solutions de cybersécurité, et puis les plateformes IoT qu'on a vu beaucoup se déployer, en tout cas avec des gros efforts marketing, et avec entre guillemets des couvertures qui sont différentes et sur lequel on a quand même un certain nombre de questions, pour être assez franc. Et l'outil absolu est par définition quelque chose qui n'existe pas. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir croiser toutes ces solutions et de voir et d'échanger sur les façons dont elles peuvent être exploitées, avec chacune leurs forces et leurs faiblesses. Et donc les personnes que l'on cible effectivement dans ce groupe sont surtout effectivement les donneurs d'ordre, les offreurs de solutions, les intégrateurs, et y compris, et j'insiste bien parce que c'est aussi un des enjeux, les bureaux d'études électroniques, puisqu'aujourd'hui, intégrer, on a encore une césure qui est importante. Historiquement, beaucoup de BE viennent de l'électronique et ont encore du mal à intégrer pleinement tous les outils logiciels. Donc c'est un enjeu important, à la fois pour leurs clients et aussi directement pour eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est effectivement de dépasser les présentations de solutions, mais d'être vraiment dans un échange, et surtout de travailler sur des retours d'expérience et de partage aussi de problématiques pour que tout le monde puisse progresser de concert. Voilà, donc n'hésitez pas, on aura une communication assez prochainement, donc au premier trimestre, pour vous proposer une date un petit peu de lancement de cette nouvelle phase du groupe, donc très certainement à Paris. Donc on vous diffusera assez largement l'information, et n'hésitez pas à venir me voir ou à venir voir d'autres membres d'Embedded France pendant cette journée pour en discuter, voir comment vous pouvez, si ce groupe vous intéresse, et comment vous pouvez l'intégrer. Merci. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Allez-y. On termine ce premier tour d'horizon avec le GT4, sécurité des systèmes autonomes, avec vous Loïc Quentat, donc quelques minutes, 3 minutes. Donc le système, ce GT a été créé par un groupe d'acteurs qui voulaient mettre en place la sécurisation de systèmes autonomes, donc véhicules, trains, drones. Et le domaine était relativement vaste, et on s'est aperçu qu'on n'arriverait pas à le traiter de manière complète et efficace. Et donc l'année 2018, on l'a principalement centré à redéfinir quel périmètre nous intéressait vraiment. Et donc on a décidé de recentrer ça autour de l'impact de l'IA dans les systèmes embarqués, donc dans les systèmes critiques. De comment bien intégrer de l'IA dans les systèmes critiques, puisque tous les systèmes autonomes, peu ou prou, doivent en intégrer. Donc dans cette problématique, on a décidé de se structurer autour de plusieurs workshops, comme ça a été dit précédemment. Des workshops où les différents participants vont venir présenter leurs expériences autour de l'IA, comment est-ce qu'ils le mettent en œuvre, quels sont leurs problèmes. On veut vraiment que ça devienne, on l'a commencé cet été dans une première instance, un lieu d'échange sur ce que chacun fait, les problèmes rencontrés, et est-ce que chacun des problèmes ne peut pas avoir été résolu par un autre membre dans ce domaine-là précédemment. Sur ce qui est prévu pour 2009, je passe rapidement, je préférerais éventuellement faire un échange avec vous, comme je vous dis, le passé n'est pas très important. On veut accueillir de nouveaux membres, parce qu'on avait un premier groupe qui était très tourné système embarqué, système véhicule autonome, mais les IA sur des systèmes décisionnels, sur des systèmes embarqués, il y en a en dehors des systèmes autonomes, et donc on souhaite que différents membres de différentes filières viennent nous rejoindre autour de cette problématique-là de j'ai un système embarqué, je veux garantir son fonctionnement, je veux maîtriser son fonctionnement, comment vous faites dans votre domaine, et est-ce qu'on n'est pas capable de trouver des solutions, des méthodologies pour travailler là-dessus.
Un exemple de ce qui a été fait là, dans le premier groupe, c'est les données. Il faut des données pour apprendre des systèmes intelligents à partir de machine learning. Comment je gère ces données-là? Comment je fais vivre pendant tout le cycle de vie de mon objet, de la phase de conception à la phase d'industrialisation, à la phase de mise en œuvre et d'exploitation après? Comment je fais vivre ces données? Est-ce que je dois les changer? Est-ce que je dois les mettre à jour? Comment je gère mes modèles? Comment je gère la configuration de mes données? Comment gérer dans le passé la configuration de nos logiciels et de nos documents? Donc, en conclusion, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Abdelkrim ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais on serait ravis de répondre avec vous et d'organiser donc avec vous une première session en 2019 sur ces sujets-là. On a prévu trois ateliers. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous lanciez des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Apparemment, non. Donc, on vous remercie, Loïc Quentin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. On enchaîne. Allez-y, je vous laisse reprendre place. On enchaîne donc avec les autres GT et la commission également emploi et formation. Donc, le GT5, Ménicor certifiable avec Stéphane Cordova, que j'avais aperçu. GT6 avec Michel Laclé, que j'ai aperçu aussi. Je ne sais pas si Bruno Monsuez est là également. Le GT7, Vibe avec Reda Noisser. Et la commission emploi et formation avec Eric Stéphanie et Jean-Luc Chabaudy. Messieurs, veuillez me rejoindre et on va commencer cette présentation par le GT5 avec vous, Stéphane. Je vous laisse prendre le micro au pupitre. Pour ce bilan, donc, en 3 minutes chrono de cette année 2018 et les perspectives 2019. Allez-y, Stéphane. Bonjour à tous. Installez-vous là. Ok. Alors moi, le bilan, il avait été vite fait parce qu'en fait, finalement, ce groupe, je suis là pour faire un appel et réveiller ce groupe qui a longtemps hiberné. On avait fait une réunion il y a 2 ans déjà. Et depuis, on a laissé tomber. Mais je voulais juste vous passer un message qu'on est en pleine discussion justement sur ces systèmes cyberphysiques. Et je voulais vous parler un peu de notre évolution. Et comme je pense que notre industrie aujourd'hui a connu 3 révolutions majeures. On est en train de vivre la 3e. La première, c'est les ordinateurs. La deuxième, c'est le téléphone portable. Et la 4e, c'est les systèmes intelligents. Et la 3e, c'est les systèmes intelligents. Et on est en plein dedans. Et tous les groupes que vous avez vus ce matin déjà traitent de ce sujet-là. Et c'est au cœur de tous les systèmes cyberphysiques. Et je pense qu'aujourd'hui, ces systèmes cyberphysiques, justement, vont devoir faire appel à des technologies très spécifiques qui n'existent pas ou qui sont en train d'exister, qui sont en train d'être développées. Les ordinateurs, le leader, c'était Intel et c'est toujours le leader. Les téléphones portables, le leader qui était Intel sur les ordinateurs n'est pas devenu leader du téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'il y avait des besoins qui étaient très différents. Et c'est ARM qui est devenu leader de ce monde-là. Et nous, on pense que, bon, là, on a mis notre processeur, mais bon, il y en a d'autres que nous. Mais on pense que, justement, le besoin pour les systèmes cyberphysiques change complètement la donne. Et ce n'est pas les acteurs d'avant qui vont faire ce système-là. C'est des nouveaux acteurs. C'est des gens comme Calray, mais comme d'autres aussi, qui font la même chose que nous. Et d'où l'importance de ce groupe-là. C'est un groupe qui est vraiment important. Et nous, le but de ce groupe-là, c'est vraiment de comprendre ces systèmes-là et de voir comment on va programmer ces systèmes-là, de rendre ces systèmes le plus facile d'accès. Et ça, c'est primordial, parce qu'on parle de systèmes très complexes, on parle d'IA, qui sont au cœur de tous ces systèmes-là. Donc, ce GT, on va le réveiller. Et je fais un appel à candidature, juste pour vous montrer la liste des gens qui avaient participé au premier meeting, était quand même assez impressionnante. Il nous manquait, on va dire, 2 industries. Il nous manquait l'industrie de l'automobile et il nous manquait l'industrie du médical. Je pense que c'est important. On était assez centré sur l'aéronautique et la défense. C'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir des gens de l'automobile et du médical qui se joignent à nous. On va essayer de faire une réunion fin janvier 2019. Donc, si vous voulez y participer, contactez-moi, contactez Sandrine, et puis on vous donnera les dates de toute manière, et le lieu, ça sera probablement Paris. Et voilà, tout le monde est bienvenu. Merci. Merci Stéphane. Merci Stéphane. On passe au GT6 avec Michel Laclé et Bruno Monsuez qui parlent en premier. Est-ce que vous avez besoin de la télécommande? Voilà, qu'on va vous passer. Allez-y. Sûreté des STRC. Oui, bonjour.
Donc, le groupe GT6, Sûreté des systèmes de temps réel critiques, a été présenté pour la première fois l'année dernière. On a été un peu précurseur, je dirais, puisque en 2014, on avait animé la table ronde sur les CPS pour faire un tour, etc. Et donc, on vous présentera une publication qu'on a faite de cette table ronde. Donc, si globalement, à l'origine, le groupe était constitué plus, ce que je dirais, basé sur du travail qui était plus orienté d'abord SNCF ferroviaire et éventuellement aéro. Donc, on a continué cette, comment dirais-je, cette direction, et ce groupe est co-animé par CS, moi-même et mon proxy étant dans la salle Éric Bonafous, et par Bruno Monsuez qui apporte la partie académique, etc., où on pousse deux axes majeurs qui sont la vérification formelle et tout ce qui touche à la formalisation. Donc si on, globalement, ce qui nous intéresse, c'est une modélisation conjointe pour du fonctionnel, du non fonctionnel et du dysfonctionnel pour traiter la sûreté de fonctionnement à la fois déterministe et qui soit prouvé. Donc le but, on a travaillé essentiellement sur l'extension des high graph pour formaliser tous les éléments qui sont liés au fonctionnel, non fonctionnel et dysfonctionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas quand même, les high graph ont été introduits par David Harel pour introduire le modèle des state charts qui sont dans UML. C'est la seule partie, je dirais, qui est formelle dans UML et le reste étant semi-formel. Donc nos travaux portent sur une généralisation du formel pour être sûr, effectivement. Et de l'autre côté, avec l'Insta Bretagne, on a mis en place toute la partie déductive et preuve formelle pour travailler dans un environnement classique qui est pour la génération de code automatique avec SCADE. Donc je vais passer peut-être la parole à Bruno. Bon, je vais aller très rapidement puisque le temps s'écoule. Donc pour 2019, pour fin 2018-2019, on souhaite effectivement élargir nos cas d'usage, puisqu'on était sur des cas d'usage du ferroviaire et de l'aéronautique, vers des cas d'usage sur des problèmes plus conséquents, à la fois dans le domaine du naval, dans le domaine aussi de la vétronique et dans le domaine de l'aérospatial. Donc ça, c'est un point. Et le GT a quand même connu déjà quelques productions. Alors, bon, il y a un premier papier en 2014 qui était dans la suite, effectivement, qui était dans les ébauches du GT. Et puis cette année, deux publications, un rapport, effectivement, sur les modèles et une publication dans une conférence d'ingénierie système qui est actuellement présentée à Sydney juste aujourd'hui, c'est-à-dire qui a été présentée parce qu'avec le décalage horaire, ça y est, la présentation a déjà eu lieu. Donc, bien entendu, ce GT a pour but de s'ouvrir le plus possible aux industriels et de voir en quoi ces approches formelles facilitent effectivement la conception et le cycle de vie du produit. Parce que l'idée est aussi d'aller vers de la qualification incrémentale du produit. Voilà. Merci donc à Bruno Monsuez et à Michel Laclé. Pour le GT6, on peut les applaudir. Voilà. Je vous donne la parole, vous avez un micro et la télécommande là, Reda Noisser du CEA List sur le GT7, virtualisation des plateformes électroniques. Pardon, c'est qui? Voilà, c'est. Bonjour. Donc Reda Noisser, ce GT a été créé l'année passée, en septembre 2017. Donc sur une thématique aussi embarquée que l'embarqué, sur la simulation des systèmes électroniques qui sont le cœur des systèmes embarqués. Donc, cette thématique est vieille comme le temps, elle date au moins une vingtaine d'années. On n'en a pas beaucoup parlé au début des années 2000, sauf qu'elle est mise en veille
pour des raisons de coût, de complexité, de disponibilité des modèles. Donc nos industriels sont revenus à la charge ces derniers temps pour aller au-delà de l'utilisation de simulateurs de cartes pour des développements unitaires à l'intégration de systèmes, à la validation des systèmes hétérogènes, gérer les cycles de vie, aussi bien en pré-production qu'en post-production, pour la maintenance, l'évolution des systèmes, etc. Donc, ce qui explique que le groupe est essentiellement porté par des partenaires de l'aéronautique. On est en manque d'autres industries, il y a certains PME. Et cette thématique, finalement, elle a reçu l'agrément de la DGA, qui suit de près ce groupe-là sur les thématiques robustesse et cybersécurité. Donc, l'objectif principal, vous aurez compris, ce n'est pas vraiment essentiellement technique, bien que l'implication est technique. C'est étudier le modèle économique au niveau de l'écosystème européen et français, sachant que les fournisseurs aujourd'hui sont essentiellement étrangers, ce qui pose certains problèmes pour l'export, l'intégration et la souveraineté nationale indirectement. Donc l'objectif quand même, c'est de faire une cartographie, rendre disponibles ces modèles, étudier la standardisation pour faire converger nos petits fournisseurs. Aujourd'hui, notre écosystème français et européen est composé de petits fournisseurs à faible portfolio. Donc, comment agréger tout cela et fournir une solution industriellement acceptable? Donc, c'est ça les attendus. Donc, pendant la première année, on a fait un peu de tour de table, on a discuté, on a essayé de faire la cartographie au niveau national, comprendre les problèmes. Donc, on a recensé tout ça. On a étudié les différentes pistes de modèles économiques en s'appuyant sur l'IRT Saint-Exupéry dans une tentative de montage d'un projet. Donc finalement, on a jugé que ce n'était pas le bon endroit pour faire une plateforme, mais plutôt le bon endroit pour étudier la standardisation et les sujets d'interopérabilité et les pousser à un niveau accélérant. Donc on a retenu des principes généraux, fédératrices de l'écosystème qui préservent la propriété intellectuelle des uns et des autres, qui préserve les intérêts économiques des fournisseurs de composants et d'outils et le retour sur investissement de l'exploitant, sachant qu'on parle de modèles génériques qui ne sont pas dans les cœurs des métiers mais qui coûtent très cher. Donc comment les rentabiliser, les faire vivre et les rendre disponibles sans perdre la propriété intellectuelle. Donc là, j'indique, mais sans indiquer le choix technologique, qu'on va se baser sur ce qui a été fait dans d'autres domaines en utilisant les technologies disponibles. Donc, et avec une vision, aller très loin et pousser vers l'assertif, ça c'est poussé par la DGA. Voilà. Donc on est demandeur de partenaires. Et je souligne, parce que j'ai entendu parler le mot drone souvent cette matinée, donc la France a gagné un projet Excel. C'est nous qui avons porté le projet Excel, qui est bien noté, bien apprécié, bien vu par la Commission européenne, ils en parlent, qui s'appelle Comfort Drone. Donc il est porté par du drone pour les drones de petite taille, porté par un écosystème français de PME, l'idée par Total, avec son projet phare Métis. Donc aujourd'hui, on est en attente de financement au niveau français. Nos industriels phares ne sont pas représentés aujourd'hui. C'était un peu compliqué. Mais nous les invitons à rejoindre l'advisory board as soon as possible, parce que ils ont un poids, ils ont une compréhension, ils ont une intelligence, et pas mal de concepts sont inspirés de notre industrie. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. On termine donc ce tour d'horizon avec Jean-Luc Chabaudy et Eric Stéphanie pour la commission compétences, emploi, formation. Messieurs, donc au pupitre, je vous laisse présenter le bilan. Bonjour à tous. On vient vers vous pour, on est en milieu de matinée, la pause est encore lointaine et dans quelques instants, la première table ronde aura lieu sur le sujet de S3P, la plateforme S3P. Donc voilà, on voulait vous réveiller un petit peu. Alors, la commission emploi-formation. Vous avez la liste ici des participants à cette commission, qu'Éric et moi avons la chance, le plaisir et l'avantage d'animer. On y trouve des industriels, on y trouve des sociétés de services, on y trouve jusqu'à aujourd'hui une école. Et Sandrine l'a rappelé tout à l'heure, parmi nos nouveaux adhérents, nous avons la chance d'avoir eu récemment beaucoup d'écoles intéressées à nous rejoindre. Donc, nul doute que l'année prochaine, lorsqu'on présentera le slide, il y aura d'autres noms et d'autres écoles. Et je voudrais profiter de l'instant qui m'est donné de remercier une dame qui est assise au fond là-bas, qui est toute dans l'ombre, dans l'obscurité, c'est Fatia Gass, grâce à laquelle nous avons pu aller au contact des étudiants de l'ESIA, on va en parler dans 2 secondes, et mesurer l'éloignement, l'incompréhension que nos jeunes têtes blondes ont vis-à-vis de nos systèmes embarqués, qui sont de plus en plus enfouis pour eux. Alors c'est toujours un peu risqué de se dire, tiens, qu'est-ce que j'avais prévu de faire l'année dernière et qu'est-ce que j'ai fait? Bon voilà, on prend le risque. Voilà le plan que nous avions fiché l'an passé lors de
cette même journée. Donc, qu'est-ce qu'on souhaitait faire? Eh bien, on souhaitait se positionner sur l'état des lieux des tensions sur le recrutement. Est-ce qu'en 2018, les choses sont miraculeusement arrangées et que maintenant nous avons pléthore de candidats de bonne facture? La réponse est non. C'est pire que par le passé. On fait quoi? On attend les bras croisés, on essaie de... Non, on essaie de faire quelque chose. Et donc, notre objectif, c'était de démontrer à ces têtes blondes l'attractivité de cette filière que, croyez-moi, ils ne connaissent pas. Pourquoi une commission formation au sein de cette association Embedded France? Juste parce que tous les acteurs sont là. Voilà. Et que tous ensemble, on devrait pouvoir trouver les solutions nous permettant d'apporter des solutions. Et la roadmap, c'est un peu touchy. Le teasing, on avait prévu en S1 d'aller rencontrer une ou plusieurs écoles et de déployer en S2, et puis de commencer ce travail titanesque de mapper le besoin par rapport aux offres. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais alors, c'est bon, j'ai un micro. Dans les éléments que vient de présenter Jean-Luc, le premier objectif était en effet qu'on ait plus d'écoles qui participent à Embedded France. Et on a la grande joie, surtout sur la seconde partie de l'année, d'accueillir de nombreuses écoles qui nous ont rejoints. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer, car il est important que nous, industriels, sociétés d'ingénierie, nous puissions travailler aussi avec les écoles pour mieux comprendre leurs besoins et qu'eux aussi comprennent nos besoins, car c'est un échange qui est bien entendu bijectif. L'élément qu'on a vu d'ailleurs, c'est que quand on participe à des événements directement dans les écoles, le fait qu'on s'appelle Embedded France a une connotation qui n'est pas suspecte. Parce que actuellement, sur le marché de l'emploi, il y a une telle concurrence entre, en particulier, les sociétés, dans nos métiers, les sociétés d'ingénierie. On est tous à des forums écoles à expliquer qu'on est les meilleurs et qu'il faut venir travailler chez nous. Quand c'est Embedded France, ça donne une connotation qui n'est pas suspecte et c'est très important, c'est une marque qui a un atout vis-à-vis, en effet, de ces chers talents, et c'est le moyen d'attirer de plus en plus de talents dans ce secteur. Les écoles en souffrent. Les écoles en souffrent, savent très bien que s'il n'y a pas un travail en amont, les gens ne se spécialisent pas en 4e, en 5e année sur cette thématique des systèmes embarqués. Alors, comme ça a été souligné depuis ce matin, il y a un travail important sur toute la communication. Vous pouvez aller sur le site web, vous verrez à travers la cartographie l'ensemble des écoles qui proposent des choses. Alors, charge aussi aux écoles de donner plus d'informations pour qu'on mette à jour ces données. Et puis, le bilan des échanges qu'on a pu faire avec les CEA et donc avec des étudiants, c'est une thématique intéressante. Je vous encourage à le regarder, ainsi que les échanges qu'on a pu avec Télécom Paris Tech. Voilà, je laisse Jean-Luc finir sur les objectifs 2019. Alors, les objectifs 2019, eh bien, on va continuer à faire ce qu'on a commencé. On va aller à la rencontre des étudiants. On va y aller sans doute d'une manière un peu différente, en les challenge un peu parce qu'ils sont quand même un petit peu amorphes. Il faut bien le reconnaître. Il faut aller les secouer un petit peu. Donc, par exemple, sous la forme d'un quiz, avec des photos de systèmes en disant est-ce que d'après vous c'est un système embarqué ou pas? Ou est-ce que dans ce système il y a de l'embarqué ou pas? Pour essayer d'être un peu actif vis-à-vis de cette population. Donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir de nombreux adhérents académiques maintenant. Bien, nous sommes à votre disposition pour mener des expériences en commun. Hackathon. Hackathon, on pense intelligence artificielle, etc. Bon, voilà, des domaines assez virtuels. Alors, au-delà de la connexion, on ne va pas y revenir entre l'IA, le digital et l'embarqué, qui fournit les données, il ne faut pas l'oublier. Il y a des méthodologies de travailler en commun qui sont très intéressantes et il existe des hackathons dans le domaine de l'embarqué. Nous l'avons un peu découvert. Donc nous allons aller rencontrer des gens qui organisent ça avec des industriels de type PSA qui sont derrière. Donc cette démarche nous intéresse énormément parce que c'est une nouvelle manière de communiquer, une manière de communiquer que les jeunes comprennent parfaitement bien sur un domaine qui leur est vraiment, vraiment étranger. On va essayer également de s'asseoir et de s'appuyer sur ce que l'écosystème français nous donne comme possibilité, notamment donc les talents numériques et les conférences des grandes écoles. Et puis, de manière très opérationnelle, on va voir ce que le PEE, que chacun d'entre vous connaît, je pense, comment ces processus-là d'intégration de gens un petit peu mis de côté pourraient être mis à disposition et à profit pour le monde de l'embarqué. Vous avez noté les initiatives aujourd'hui sur l'intelligence artificielle avec la création de ce diplôme de data technician
qui seraient supportés par ce type d'initiative. Voilà, c'est des choses vraiment très pragmatiques sur lesquelles on va se pencher pour résoudre une problématique claire. Nous avons besoin de talents pour rejoindre nos entreprises de l'embarquer en France. Voilà. Merci.